C'est un rendez-vous que vous attendiez certainement parce qu'on l'a annoncé dès les premières minutes de cette tranche matinale. Les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba qui va nous dire comment va le monde. On va faire le tour du Congo, de l'Afrique, mais également du monde avec ces analyses pertinentes que vous aimez et que vous suivez beaucoup. Donc prenez votre tasse de café, c'est la leçon du maître Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bon week-end, Monsieur Tchoko. Oui, après l'émission, déjà d'hier avec Inosbi, parce que ça a fait parler un tout petit peu Kinshasa. Oui, on a vu déjà des commentaires ce matin, de la tenue aux questions pointilleuses et tout le reste. Oui, bon, c'est ça la culture. Hein. Il faut un peu détendre l'atmosphère et puis parler culture avec les jeunes qui font la fierté de notre musique maintenant. C'est très important. Et on dit que vous êtes dans toutes les générations. On vous met avec un Koffi Olomide, vous avez les questions. On vous met avec un Ferregola, vous avez les questions. On vous met avec un Inosbi, vous avez les questions. Comment ça se fait que vous ne vieillissez pas? Je suis journaliste. Si vous me mettez avec un homme politique, on va parler. Si vous me mettez avec un économiste, on va parler. Là, on va parler stratégie ce matin. Un journaliste doit être polyvalent, éclectique et surtout doit avoir ce qu'on appelle la culture 360 degrés. Sinon, vous n'êtes pas journaliste. Comme Mike Tomba l'a fait dire dans son règle sur le monde dernièrement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le suivre depuis quelques semaines, il a écrit la légende. Jean-Marie Kassamba, et on vous voit dans vos différentes émissions et tout. Un peu, c'est Dieu qui nous bénit. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas Jean-Marie Kassamba qui instruit qu'on fasse un règle sur le monde en train de dire légende, non. Il y a un service spécialisé pour ça. Ce n'est pas lui qui fait tout dans Télé50, donc c'est quelqu'un qui reconnaît que Jean-Marie Kassamba est bel et bien une légende que l'on peut retrouver tactiquement, vous le voyez, dans ses tenues, en pagne, en chemise-cravate, en costume, et vu la souplicité qu'il a dans tous ces domaines, il a été désigné comme une légende. Ce n'est pas seulement à Télé50 qu'on le dit, mais également dans toute la presse de Kinshasa et même au-delà. Oui, j'étais en Angola et au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Les gens m'aiment bien. Ils aiment bien ce que je fais. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Et je leur dis merci. Merci beaucoup. On va parler maintenant de stratégie, comme vous l'avez dit, d'abord de politique. Ces images qui défilent sur Télé50 depuis le matin, on reçoit des appels un peu de partout. Joseph Kabila, quand il apparaît, ça crée sensation, ça crée des questions. Qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il va faire bientôt? De quoi il s'agit? On l'a rarement vu présent dans les anniversaires du PPRD lorsqu'il était au pouvoir. Cette fois-là, c'est lui-même qui est en train de couper des tranches de gâteau. C'est lui-même qui est en train d'admirer cet hymne du PPRD chanté par les caciques qui sont restés fidèles à lui, notamment. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce qui est vrai est que Joseph Kabila reprend son rôle de chef de parti, de chef de plateforme politique. Le PPRD, c'est son parti politique qu'il avait créé il y a 20 ans, lorsqu'il était déjà chef de l'État. Et donc, son parti a géré les activités politiques pendant qu'il lui était président de la République, comme la Constitution lui interdisait d'être chef de parti d'une manière active, et donc il ne s'était jamais déplacé pour aller au siège du PPRD ou présider les réunions du PPRD. Il rencontrait, ou plutôt il présidait des réunions du FCC en tant qu'autorité morale de la plateforme électorale. Aujourd'hui, après ces temps qu'il a laissés, il le reprend d'une manière, alors cette fois-ci active, la réorganisation de sa formation politique d'abord de base, le PPRD, et ça va aller au-delà de la nouvelle configuration de ce qui accompagne Joseph Kabila dans sa vision, dans sa façon de voir le Congo, la stabilité du Congo, le développement du Congo, le monde, l'Afrique. Et donc, ce que vous avez vu, c'est le début maintenant d'une structuration des choses qui est déjà entamée. Et si vous avez bien remarqué, les quelques figures qui ont disparu des radars, c'est les gens qui ont naturellement qui ont des choses à se reprocher. Certains ont tenté de traverser la rivière, pensaient que Joseph Kabila va abandonner le PPRD ou abandonner le FCC. Et donc, par manque de conviction, par manque de constance, ils avaient tangué.
La communication du PPRD a tenu à signaler que c'est lui, Joseph Kabila, et personne d'autre qui a convoqué cette réunion du bureau politique. Et il en est sorti une déclaration qu'il y aura congrès au PPRD au mois de mai. Oui, c'est précisé, il y aura congrès du PPRD au mois de mai, mais il y aura également la refondation de la plateforme de Joseph Kabila avec un nouveau leadership, avec au niveau national, au niveau des représentations à l'extérieur du pays. Il y aura des prises de position beaucoup plus fermes, etc. Et ma foi, c'est pas ce que les gens disent sénateur à vie. Sénateur à vie, ce n'est que honorifique. Il n'a pas été élu. Joseph Kabila. Ça, c'est la Constitution qui reconnaît à tous les anciens chefs d'État cet honneur. Mais ça ne lui empêche pas d'avoir une vie active en tant qu'homme politique. Quand Félix Tshisekedi sera ancien président, on va l'appeler aussi sénateur à vie, etc. etc. Donc, ça ne va pas empêcher Tshisekedi de revenir à l'UDPS ou de faire la vie politique avec d'autres formations qui seront peut-être avec lui. Et pour parler du PPRD, je crois, dernière question là-dessus, on l'a annoncé divisé. Il y avait des ailes côté Union Sacrée, ou même ceux qui étaient restés avec lui, Joseph Kabila, étaient quand même partis en provocation. Non, ça c'était... C'est pas ce qu'on a vu hier. Non du tout, ça c'était tout simplement l'effervescence après l'échec. Vous savez, quand vous perdez le pouvoir, il y a des esprits qui sont faibles. Il y a des gens qui ont la peur, n'est-ce pas, de manquer des avantages, de protection, de ceci. Donc, ça s'y tiraille un tout petit peu. Vous avez vu que Joseph Kabila a gardé un silence. Il a laissé, on va dire, les ouailles se frictionner, etc. Mais surtout, c'était le moment également de laisser voir qui est convaincu et qui ne l'est pas. Qui est constant, qui ne l'est pas. Qui était là pour la conviction politique et l'idéologie, et qui était là pour le poste, le pouvoir et les avantages. C'était la période des sereins, un tout petit peu, ce qu'on appelle la classe politique. Ce temps est passé. Maintenant, il va y avoir recentrage de l'action, il va y avoir maintenant redistribution des rôles, des mots d'ordre beaucoup plus clairs, des options qui seront levées, parce que le plus important, c'est quoi? C'est que la Constitution de la République, qui a été, je pense, un peu tripatouillé pendant un certain temps, qu'on revienne aux fondamentaux, au niveau de la CENI, au niveau des institutions judiciaires notamment, parce que la justice connaît un choc terrible, mais aussi, est-ce qu'on va faire les élections en 2023 ou pas? Est-ce que la situation économique tient la route? Est-ce que la place de la RDC en tant que nation, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser ces questions beaucoup plus directement? C'est-à-dire que le nouveau leadership autour de Joseph Kabila va penser fondamentalement autour des soucis. Il y a eu beaucoup de consultations, les partenaires du Congo, les Occidentaux également, qui s'intéressent à la vie du PPRD, des FCC, qui sont venus, qui rencontrent, etc. Donc les choses maintenant vont repartir avec cette fois-ci des déclarations. Après les congrès, il y aura beaucoup plus de choses structurées, etc. Et de l'autre côté, il y a aussi du mouvement, notamment l'UDPS, le parti juste en face, qui lui a déjà 40 ans. Après avoir été évincé de son siège de président ad interim, le soldat Kabound est allé jusqu'au bout. On l'a vu, Béki à la main, déposer finalement sa démission. Beaucoup de personnes pensaient qu'il ne le ferait pas à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez l'avenir de Jean-Marc Kabound? C'est un peu inquiétant pour l'UDPS. Pourquoi? Parce que depuis les années 90, après la conférence nationale souveraine, l'UDPS était symbolisé par Etienne Tshisekedi et ses compagnons. Au fur et à mesure, beaucoup de compagnons sont partis. Les Kibassa, les Liaou, les Mbouankiem, et Tshisekedi est resté seul. Quand nous arrivons en 97, l'UDPS était symbolisé par l'UDPS, enfin par Etienne Tshisekedi. Et il est resté comme ça jusqu'à sa mort. Quand Tshisekedi Etienne meurt, l'UDPS était symbolisé par Kabound, qu'il avait nommé. Ce que Kabound lui-même appelle décision finale, c'est Kabound qui incarnait en quelque sorte l'UDPS officiel. Etienne Tshisekedi le présentait comme le héros vivant. Oui, c'est-à-dire que Kabound représentait l'UDPS officiel. Et c'est Kabound qui a nommé Augustin Kabouya. Mais à côté de ceci, il y avait, on va dire, l'effervescence, comme d'habitude, parce que l'UDPS, ça s'est tiré dans tous les sens. Les ailes,
si vous voulez, les tendances. Et Kabound, à son corps défendant, il a maintenu les flambeaux UDPS. C'est-à-dire que c'est un radical, quelqu'un qui a lutté là-bas au Katanga, qui a fait la prison, qui est un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'a rien à faire autre chose que lutter pour l'UDPS. Donc, il peut mentir, il peut prendre des risques, il peut aller en prison, on peut le tuer s'il veut. UDPS. Il peut manipuler. UDPS. Quand Tshisekedi, le fils, revient, lorsque il y a eu le congrès de l'UDPS, c'est Kabound, encore une fois. Bon, beaucoup de gens lui prêtent qu'il ne voulait pas qu'il y ait congrès, il ne voulait pas que Tshisekedi et Félix, cette fois-ci, soient président, etc. Mais il est quand même resté. Et c'est lui, quand il dit « ce pouvoir, c'est nous », etc., il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Et donc, Kabound a toujours considéré qu'il est l'héritier naturel, légitime d'Étienne Tshisekedi. Et que le pouvoir, une fois obtenu, il faut composer avec lui. C'est pour ça qu'il s'est investi dans l'union sacrée, dans la lutte frontale avec le FCC, contre Katumbi, contre Bemba. Mais là où ça fait, on va dire, pchit, c'est lorsque le pouvoir, l'argent, les intérêts se mélangent et Kabound est tombé pile poil dans l'histoire d'argent. Peut-être pas vérifié, mais c'est ce qu'on reproche. On l'évoque là-bas. Oui, les histoires de mining, les histoires de tout ceci, et les prédateurs, pour ne pas dire les consommateurs, les jouisseurs, ils en ont profité pour lui coller à la peau. Des écarts de langage, manque du respect au président de la République, etc. Mais parce qu'il y a eu conflit d'intérêts. Et l'erreur aussi, c'est d'avoir exclu Kabound ou radié Kabound du PPRD, ou plutôt de l'UDPS. C'est ça l'erreur. Aujourd'hui, Kabound, c'est un homme blessé, profondément blessé. Il est parti, il n'avait pas le choix d'abord de rester là-bas, parce que s'il restait là-bas, il allait mourir alors définitivement. Il est revenu parce qu'il représente encore une frange importante au sein de l'UDPS. Tous les déçus, notamment les combattants qui ne sont pas retrouvés, tous les compagnons, par exemple, d'Étienne Tshisekedi, vous voyez, il a vu Tchakoudi là-bas, beaucoup de compagnons d'Étienne Tshisekedi, ils ne se retrouvent pas dans ce pouvoir. Ils vont être derrière Kabound. Tous les gens que Kabound a convaincus, FCC, Mosaïque, parce qu'il avait quand même tout ça, été un interlocuteur privilégié pour absolument. Les transfuges. Et donc, tous ces gens-là, il a encore un bon réseau. Bien évidemment. Kabound va les galvaniser. Mais cette fois-ci, en dissidence à Félix Tshisekedi. Il ne va pas le dire dans un premier temps. Il va attendre. Lorsque la situation économique va dégénérer, lorsqu'il y aura des frictions au niveau politique, lorsqu'il y aura débat au niveau notamment de la Constitution, de la CENI, etc., allez, Kabound va sortir du lot. Il va dire, voilà, moi je n'étais pas affairiste, moi j'étais là pour l'idéologie, moi je suis là le continuateur d'Étienne Tshisekedi, etc. Et ça sera mauvais. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, Félix, il ne bénéficie pas, on va dire, de ses conseillers stratégiques, des orientations, on va dire, stratégiques à long terme. À moyen et long terme. Court terme, oui, mais à long terme. Il avait le vieux qui est mort, Kitenge stratégique. Il avait Tété Kabwe sur le plan juridique, stratégique. Il avait Vital Kamere sur le plan de la géopolitique nationale d'une manière stratégique politique. Il avait François Beya, entre autres. François Beya n'est pas très malade, il n'est pas mort. De mes sources, il se porte bien, même si bientôt peut-être on va fixer son affaire en justice. Hein, parce que mes sources disent également ça. Et donc, ceux qui disent François B est mort, est malade, non. Poisson d'avril. Non, poisson d'avril. Et donc, Félix Tshisekedi a perdu tous ces gens. Mais est-ce qu'il ne les a pas remplacés un tout petit peu aussi? C'est difficile à remplacer. On va dire, un Kamere est parti, mais il y a quand même eu un Bahati qui est revenu. Il y a un Bosso qui gère l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose.
Bahati, il ne sera jamais tshisekidiste. Jamais. Bahati, il est leader politique, un électron plus que libre. Il a sa base, il a son réseau, il a ses élus. Bahati, il est interlocuteur de Tshisekedi. Il est venu, il était chez Joseph Kabila, et là, il s'est déconvenu, on va dire, parce qu'il se sentait pas très bien considéré. Il est venu avec on va dire, ce fonds. Chez Tshisekedi, voilà, j'ai des élus, je représente ceci, il faut me nommer, enfin, me laisser être président de la CENI. Il a. Aujourd'hui, il est en train de le faire au niveau de l'Union sacrée. Si demain, Bahati ne se retrouve pas dans ce qu'on appelle le partage de gâteaux, de responsabilités, etc., il va partir. Il prend son fonds et part. Mbosso, c'est moins encore important. D'abord, Mbosso n'a pas de base. Mbosso, il est presque à la fin, on va dire, de sa vie politique. À part le Bandundu, un peu Kinshasa, Mbosso, sur le plan national, il ne représente pas grand-chose. Et donc, en termes de partenaires stratégiques, à la trempe de Kamere, trempe de François Beya, trempe de Kitengaïs qui est mort, Chimbo Momokona qui est mort, Tete Kabo qui est mort, et aujourd'hui, François Beya qui est complètement, on va dire, désactivé, le président Tshisekedi a des réels soucis de redimensionner son aréopage. Il est resté des administratifs, ceux qui sont au cabinet, quelques conseillers un peu, je dirais, un peu obscurs, plus quelques fanatiques qui sont restés au sein de l'UDPS, mais qui sont là pour Fatou Béton, qui ne sont pas là pour des stratégies du genre, ce que Kabound avait monté. D'une manière maladroite, on va dire, parce qu'on a torpillé la Constitution, tout ça. Kabound, il fonçait dans le tas. Comme vous l'avez dit, peu importe la manière. Il fonçait dans le tas. Agir pour l'UDPS. Oui. Et donc, une tête brûlée à la manière ou à la trempe de Kabound, ça sera difficile à trouver. Et donc, aujourd'hui, demain, s'il y a ce qu'on appelle le dialogue national dans le camp de Félix Tshisekedi, il n'y aura pas de vrais interlocuteurs, on va dire, qui peuvent secouer les cocotiers. Donc, je pense que Augustin Kabouya, qui est le vrai patron maintenant, secrétaire général à Doumbé, etc., il a intérêt à resserrer les rangs, à identifier province par province les vrais leaders, pas les gens qui disent qu'ils sont des partenaires de l'IDPS, les partenaires de Félix Tshisekedi. Ça, ce sont les gens qui viennent pour la mangeoire, qui viennent ponctuellement, etc. Quand ils vont voir maintenant, vous allez voir quelqu'un comme Joseph Kabila est sorti du bois. On va chercher à toquer encore, à gratter. Beaucoup ont déjà commencé. Beaucoup ont déjà commencé. Beaucoup ont déjà commencé. Et comme la situation économique, sociale, stratégique et sécuritaire un peu délétère, pour ne pas dire plus incertaine, les gens se mettent toujours du côté où le vent ira. C'est comme ça que Mobutu avait perdu en 90. C'est comme ça que, notamment l'IDPS, en 2006, alors que l'IDPS avait en quelque sorte l'assentiment populaire, quand les gens ont vu que c'était Kabila avec le nouveau pouvoir, nouvelles élections, ben, beaucoup ont quitté l'IDPS pour rejoindre le PPRD et même ceux qui étaient avec Jean-Pierre Bemba, alors que Bemba était en prison, ils sont revenus avec Kabila et jusqu'avec Kengo Wadonde, etc. Et donc la situation de l'IDPS du président Tshisekedi est plus que délicate. Il faut qu'il se ressaisisse au plus vite. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le gouvernement, ce matin je vous suivais, vous parlez de ces ministres... Justement, c'est de ça que je voulais qu'on parle, aborder aussi cette question. D'abord, on parle de depuis 2006, il n'y a pas eu une situation comme ça au niveau de l'Assemblée nationale qui vote une motion de déchéance contre un ministre du gouvernement. Souvent, on annonce, puis on parle des billets qui circulent dans les couloirs et ça capote. Mais cette fois, c'est allé jusqu'au bout. Un ministre est tombé entre... parenthèse, un ministre Bahati Lukwebo, vous l'évoquiez tout à l'heure, un ministre AFDC. Vous présagez comment d'abord sur ce plan? D'abord, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie forêt, c'est Sama, c'est le Premier ministre. La vraie forêt, c'est le président lui-même. Parce que le président préside tous les conseils de ministres, comme aujourd'hui. Ensuite,
le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement. La plupart des décisions, ou plutôt des questions qui sont évoquées au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les questions qui ont été soulevées au cours des conseils des ministres. Et pour les chinchards, et pour le prix, et pour... tous ces choses ont été préparés par le ministre, présentés au conseil, le conseil a adoubé, accepté. Ça, c'est juste pour un tout petit peu amuser la galerie. Pourquoi amuser la galerie? Premièrement, s'il y avait un ministre qui devait tomber, Kibasa devait tomber depuis longtemps. Il n'est pas tombé. S'il y avait un ministre qui pouvait tomber, ben, le ministre de la Santé, Eteni, rien du tout. S'il y avait un ministre qui pouvait tomber, c'est le ministre de la Défense, avec tout ce qu'il y a comme déliquescence au niveau de l'Est, etc. Et donc, en réalité, le Premier ministre, c'est une victime. Pourquoi elle est victime? Parce qu'il ne jouit pas de ses prérogatives constitutionnelles concrètement. Donc c'est un peu la prophétie de Ilunkamba qui se concrétise maintenant. On l'a toujours dit. Laissez le Premier ministre assumer ses responsabilités. Maintenant que Kaoum est parti, tous les conseillers qui ont eu des budgets, à qui on a donné des responsabilités, qui ont étouffé les ministres, qui ne laissent pas les ministres diriger les dossiers, est-ce qu'ils sont apostrophés au niveau de l'Assemblée nationale? Quand il y a des délégations qui vont à l'extérieur, il y a des conseillers qui s'improvisent chefs de délégation. Ici à Kinshasa, quand les investisseurs arrivent, vous avez parlé de Jean-Claude Van Damme tout à l'heure, encore une histoire qui fait rire un peu. Voilà quelqu'un qui a fait une carrière, il amène des commissionnaires, des commissionnaires. Est-ce que c'est obligé de les amener chez le président de la République? Il y a la NAPI, il y a le ministre qui s'occupe notamment de l'économie ou des ministres sectoriels. Au mieux aller chez le Premier ministre. Parce qu'on a souvent décrié aussi ce système de gouvernement parallèle, le cabinet pléthorique du président de la République qui s'arrange aussi de son côté à prendre des décisions. Ce sont des affairistes qui rencontrent des gens dans les couloirs, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, à Abu Dhabi. Ah, voilà, moi je suis au cabinet du président, je peux vous faire venir à Kinshasa. Alors envoyez-moi une invitation. On envoie l'invitation, il dit au président, oui, je vais venir avec un investisseur. On n'a pas encore checké le monsieur, on ne sait pas s'il vaut réellement ce qu'il dit. On prend. Les jets, ça c'est lourd, hein, les jets. Il loue un jet, il arrive ici à Kinshasa, on le bombarde avec des titres, je ne sais pas quoi. Et parfois on l'amène chez notre président. Il fait les photos et parfois on signe des engagements souverains. Et ces gens font des photos, ils vont avec ces photos, parfois avec des engagements souverains du pays. Ils commencent à lever des fonds et sans que ces fonds arrivent chez nous. Conclusion, on a fait signer à notre pays, à notre président, des MOU. MOU, ça veut dire quoi? Des accords de principe qui ne se traduisent pas par de l'argent frais. Et le président de bonne foi reçoit ces gens et il n'y a pas de suite. Je peux vous citer 50 000 dossiers qui sont comme ça, qu'on attend. Les FPI avec les Égyptiens, on attend. On attend Transacademia, on attend Air Congo, on attend l'argent de l'Union africaine, on attend l'argent des Américains, on attend l'argent... On attend. Mais entre-temps, le président a donné des garanties, enfin des espoirs, a donné des promesses. Maintenant, quand on va reprocher au président, ces gens-là, on ne va pas les voir. Et donc, de grâce, il faut laisser en quelque sorte l'impérium présidentiel à sa place. Aujourd'hui, ce sont les ministres qui payent. Parce qu'ils tombent, eux, parce que c'est ça la Constitution, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais tous ces intermédiaires, tous ces conseillers qui appelaient le ministre, oh, monsieur le ministre, j'ai tel partenaire, il vient d'arriver, est-ce que vous pouvez le recevoir? Ils amènent des dossiers tout prêts. Non, monsieur le ministre, il faut signer ici. Aujourd'hui, ils ont disparu. Mais vous avez des entrées encore disparaître. Dans le monde des affaires congolais. On dit aussi qu'il est
Jean-Marie Kalumba, victime d'un bras de fer avec le patronat congolais, parce que vous décriez autrefois les prix des billets d'avion qui voulaient baisser carrément de force, les importations, comment il a coincé les hommes d'affaires congolais, il a attaqué les pharmaciens, il a attaqué un tout petit peu partout, et ça ne sentait pas bon pour lui. Et on lui aurait fait payer, justement. Jean-Marie Kalumba, c'est un technicien, c'est un conseiller, il était conseiller de Bahati. Ce n'est pas, on va dire, un grand leader qui allait prendre des décisions à lui tout seul au niveau gouvernemental. Cette affaire de prix, moi, il m'a expliqué comment il s'est calculé avant, à l'époque de Bahati, c'était possible de diminuer telle ligne pour avoir le vrai prix ou les justes prix. Mais quand vous levez les options, ça c'est au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence de la République, on a voulu faire ce qu'on appelle des décisions populistes des fins d'année. Il faut donner d'une piodi à la population. Il faut prendre des mesures populaires ou populistes pour faire plaisir à la population. On va baisser le prix des avions, si vous voulez, les billets d'avion. On va donner à manger à tout le monde. On va faire venir le maïs. Mais ce n'est pas automatique. On n'est pas dans une économie dirigiste. Les prix sur le marché, c'est le marché lui-même qui se régule. Si vous demandez à n'importe quel économiste de base, il va vous dire que plus vous produisez, plus il y a de l'offre, moins il y aura la demande. Mais vous êtes dans un pays qui vit à 80% des importations. L'État congolais ne produit rien. Il a 2 pauvres avions. Que Matata Mponyo en avait laissé 4, il en reste 2. Comment vous allez faire justement de ce système que tout ce que l'on touche actuellement, tout ce que le régime, si vous voulez, touche, disparaît. On dit qu'on baisse les prix des billets des passeports. Là, il y a 2 mois, pratiquement, il n'y a plus de passeports qui sont imprimés. On baisse les prix des billets d'avion. Il n'y a plus des vols, comme d'habitude. On va vers l'impieux, on baisse les prix, ça disparaît dans le marché. Donc, gratuité de l'enseignement, ça se transforme en grève. Genre, tous les secteurs. Mais c'est normal, M. Chokoum. Ici même, je vous l'ai dit plus d'une fois, ce n'étaient pas les bonnes décisions à prendre. On vient vendre au chef de l'État des solutions qui ne sont pas opérationnelles. On lui dit, Monsieur le Président, pour marquer l'opinion, on peut baisser le prix à la consommation. Mais on ne lui explique pas que pour baisser le prix, il faut subventionner. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour subventionner? On dit, Monsieur le Président, on doit faire la gratuité de l'enseignement, ça va être une mesure phare. Mais on n'explique pas au Président que pour qu'il y ait gratuité, il faut que l'État subventionne, et qu'il faut que l'État construise des écoles, il faut que les parents aient un pouvoir d'achat, il faut que, sur le plan national, qu'on redimensionne notre système éducatif. On dit, Monsieur le Président, vous savez, le passeport, ça se vend trop cher, on peut le vendre ça moins cher. L'objectif, ce n'était pas le passeport moins cher, c'était on retire le marché chez Zoé Kabila, on donne à un autre. Et cet autre-là ne pouvait pas faire autre chose qu'appliquer le prix de fabrication du passeport. Parce qu'on ne fabrique pas, on n'a pas de machine ici. Et donc, le fabricant de passeport, il va appliquer ses charges. Et à l'arrivée, le Congolais, le consommateur qui va chercher le passeport, il va le payer au prix du coût de fabrication plus les frais administratifs. C'est aussi clair que ça. Et donc, quand on va chez le chef, il faut lui dire des choses telles qu'elles se présentent. Transacademia. On a dit au président, oui, on peut faire un cadeau aux étudiants, c'est votre... Mais on n'a pas dit. Il y a combien d'étudiants? Ne serait-ce qu'à Kinshasa. Il y a quel trajet que ces étudiants vont emprunter? Quel est le pouvoir d'achat de l'étudiant congolais? Ces bus vont fonctionner de quelle heure à quelle heure? Et quand bien même on va commencer à Kinshasa, est-ce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'étudiants? Et quand bien même on a quelques vingtaines ou centaines de bus de Transco qu'on va mettre sur le marché, il y aura quel carburant, quel personnel, le système d'exploitation informatisé. Parce qu'on a dit qu'il y aura une carte. Est-ce qu'on va avoir l'informatique à bord connectée?
nous qui avons des problèmes de connexion ici. Est-ce que les étudiants ne peuvent pas se partager la carte? Quand on ne réfléchit pas à toutes ces questions avant, ça Mais est-ce que ce ne sont pas des humiliations qu'on fait vivre au président de la République? Parce que à chaque fois, c'est lui qui va couper les rubans, Transacademia ou tel autre progrès. Ils s'en vantent, mais après, il n'y a rien derrière. C'est pour cela que je l'ai toujours dit ici, ceux qui aiment le président Tshisekedi, c'est ceux qui disent la vérité au président Tshisekedi. C'est là eux qui l'aiment. Ce n'est pas ceux qui disent béton qui portent le Mouniéré. Non. Vous portez le Mouniéré, vous dites béton, et vous donnez des conseils comme ça, vous ne l'aimez pas. Je peux vous poser la question. Exposition à Dubaï. Oui, d'accord. On est parti présenter quoi? Sur papier. Parce que nous avons des problèmes de production ici. Nous avons des problèmes de notre propre culture. La culture congolaise, ce n'est pas 3 groupes musicaux qui vont faire l'indombolo pendant 50 minutes. Nous avons les folklores, nous avons nos masques, nous avons les 145 territoires. Chaque territoire a ses richesses. C'est ça la culture congolaise. Ce n'est pas les concerts. Nous avons notre patrimoine, le pays solution dont on parle. Ben, enfin. Et quand on finit maintenant à Dubaï, où sont les images de synthèse de ce qui s'est passé là-bas pour faire consommer à la population nationale? Le président de la République a été président de l'Union africaine. Son mandat est terminé. Est-ce qu'on a des images de ce qu'il a fait comme réalisation qui peut être consommé par la population en termes de bilan? Comme dit mon jeune frère Bossembe, il faut voir les conseils en communication du président pour donner ce genre de conseils. Il faut voir au niveau gouvernemental. Nous avons fait l'état général de la communication et des médias. Il faut que le comité de suivi, moi je suis membre de ce comité de suivi, nous allons encore le marteler davantage pour que ces pays changent. Il faut changer de paradigme. Est-ce normal, quand un pays comme le Rwanda nous attaque via les M23, qu'il n'y ait pas une mobilisation populaire? Regardez les Européens comment ils sont en train de mentir par rapport à l'Ukraine. On en parlera tout à l'heure. Une guerre média, une guerre... Mais c'est médiatique d'abord. Dans le sport. Aujourd'hui, la guerre, elle est médiatique d'abord, communicationnelle. Mais silence radio chez nous. Chez nous, on parle quoi? Palissade, on parle... on doit se distribuer un peu d'argent, les 1000 dollars... bon, on est comme là à la fin du mois maintenant. Il faut vérifier ce qu'il a dit. 1 kilo. On appelle ça 1 kilo. Voilà, 1 kilo. On appelle ça 1 kilo. 1 kilo de carburant. Il faut qu'on sorte de là. Ce qui est très compliqué. Justement, pour finir la parenthèse République démocratique du Congo, on va parler un peu de cette situation, de cette relation entre frères Tshisekedi et Kagame et ce renversement des situations. On voit des M23 qui seraient aidés par des militaires, des officiers rwandais reconnus. On a même donné leur matricule et tout ça, même si par après, on a vu le gouvernement essayer un peu de se rétracter et d'adoucir un tout petit peu les discours. Est-ce que les relations congolaises et rwandaises vont toujours rester sur la bonne voie avec beaucoup de sincérité? Paul Kagame n'a jamais changé depuis 1994. Il n'a jamais changé. Il est resté constant. Le Rwanda se développe avec les richesses de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est un point de passage des multinationales qui puisent chez nous. Ils laissent un peu au Rwanda, ils exportent chez eux. Les Rwandais utilisent les groupes armés pour distraire tout pouvoir de Kinshasa pour que ce pouvoir n'ait pas le contrôle effectif de cette partie de la République. Les Rwandais ne peuvent pas aller au-delà des 80 km des frontières. Les manœuvres avec CNDP, M23, aujourd'hui, à l'époque, il y avait aussi les FDLR, c'est orchestré à partir des laboratoires au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Les ADF, par exemple, avec les Ougandais. Ils sont dans l'ère dynamique. Maintenant, ils sont dans ce qu'on appelle la dubiquité. Enfin, si vous voulez, la duplicité, c'est le terme. La duplicité. Quand on parle sur le plan de la diplomatie, on se tape dans le dos, on est dans la même sous-région, etc. Mais ceux qui sont pour la survie du Rwanda,
disent, s'il y a la paix à l'est de la République, nous on est morts. Et le président Tshisekedi est venu, parce que Joseph Kabila connaissait tout ça. Il connaît les Rwandais, ils sont venus avec eux ici, ils se sont séparés, les Rwandais n'ont jamais lâché prise. Joseph Kabila, quand son père a été assassiné, il est resté dans le renforcement des FARDC et il jouait sur et la diplomatie et la guerre. Le CNDP a été défait, le MV3 a été défait, parce qu'il y avait ces deux options-là. Quand le président Tshisekedi a dit, de bonne foi, encore, je vais avoir des relations de passionnés avec ces gens, non conflictuels. Rappelez-vous, quand Kamer est parti à la fête de mariage, il a offert des vaches. Rappelez-vous, quand le président Tshisekedi lui-même est parti, il a marché à pied là-bas, il a signé même le mémorial, des déclarations, mon frère et tout le reste. Il pensait de bonne foi que ce Gagamé peut être quelqu'un de bien. Mais Gagamé, il est comme l'Occident avec l'Union soviétique, aujourd'hui avec la Russie. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les G20, ils sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont dans beaucoup d'organisations, qu'ils ne sont pas des ennemis. Et Poutine, on en parlera tout à l'heure, avait intégré ça. Il a développé la force militaire et aujourd'hui, il s'est fait respecter. Nous, on a baissé la garde. Conclusion, Gagamé, il souffle le chaud. Allez. Après, il tempère. Il dit non, ce sont les éléments incontrôlés, il faut faire des enquêtes. Mais on dirait qu'on le voit un tout petit peu paniquer, sortir des secondes depuis l'instauration de cet état de siège. On ne l'a jamais vu autant critiquer. Parce que provisoirement, on avait commencé à endiguer les coulages là-bas à l'Est. Les quelques mines artisanales étaient déjà un peu fermées. Avec l'aide des petits aéroports étaient... Oui, parce que là-bas, il y a un conflit entre les Ougandais et les Rwandais pour le contrôle, justement, de ces minerais. Vers le nord Kivu, vers Bunagana, un peu vers la frontière avec Beni Butembo là-bas, ça c'est les Ougandais. Vers le Massissi, Rutshuru et tout ça, ça c'est les Rwandais. Et donc, cette guerre transportée chez nous va continuer aussi longtemps qu'on n'a pas renforcé nos forces armées. La MONUSCO, il faut oublier. C'est pour cela que le président Tshisekedi doit consulter nous, les gens du Tchest. Là, je parle au nom de nos collègues du Tchest. Tout à fait. Nous, on échange entre nous. Nous sommes dans l'attente d'être consultés pour expliquer que sur le plan stratégique, on n'a pas d'amis, comme disait le général de Gaulle. On n'a que des adversaires et des partenaires. Je vous jure, si l'état des sièges était renforcé par la puissance aérienne, les drones, les avions de surveillance, les frappes aériennes, parce que les patrouilles à terre avec les fantassins et tout ça, ça c'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Mais quand vous avez la maîtrise de l'air, c'est une petite partie, l'Est là-bas. Les avions peuvent, et sur le lac Kivu et sur toute cette partie, couvrir ça. C'est que la MONUSCO n'a jamais fait. Les Rwandais allaient avoir peur. On allait désactiver ces groupes armés avec les caméras infrarouges, avec les écoutes téléphoniques, enfin les écoutes naturellement, de toutes les communications là-bas, facilement. Mais comme les Occidentaux sont derrière, ils vont déconseiller tout ça, ils vont dissuader tout ça, et nos militaires, nos forces armées vont lutter du mieux qu'ils peuvent. Quand vous écoutez ce général gouverneur, parce qu'il participe à beaucoup des réunions avec les Rwandais, il dit, mais comment on peut participer à des réunions avec des gens, ils ne croient pas à ce qu'ils disent, ils ne respectent même pas leurs propres paroles. C'est une exaspération. Et donc, c'est ici les lieux de dire que c'est très important que les stratèges de notre président, que ceux qui sont dans le dispositif sécuritaire, ne pensent pas que les Rwandais seront nos amis et qui pourront nous accompagner d'une manière pacifique. On peut faire partie de toutes les organisations sous-régionales. Ils continueront parce que ça y va de la survie du Rwanda, qui est un petit pays qui a besoin de l'espace, qui a besoin de minerais de la RDC, qui a besoin de pâturage de la RDC pour sa survie. Et donc, pour cela,
comme les Occidentaux, ils le font avec tous les autres pays qui sont riches. On met en difficulté, on déstabilise. Entre-temps, Pour prendre on se développe soi-même. de manière beaucoup plus facile. Comme on est en train de parler des guerres et des déstabilisations, Oui. on va commencer, je préfère qu'on commence de manière générale. D'abord, le conflit Russie-Ukraine, on va dire Russie-Occident, carrément. Aujourd'hui, 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril du Non, tout. tout ce C'est que dit est déjà la première, une des premières réponses sévères de Vladimir Poutine. Tous ceux qui ont besoin du gaz russe, désormais, vont devoir le payer en roubles, en tout cas les pays inamicaux. Est-ce que ce n'est pas une réponse assez efficace déjà contre les sanctions reçues? Dès le début, je vous ai toujours dit que Poutine est en droit de faire ce qu'il est en train de faire. Et il l'a préparé même avant que l'on voit ce qui est en train de se passer. Poutine est en résilience de minimum 2 ans. Résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut vivre en autarcie sans vendre même ses gaz et ce pétrole à l'Europe. Il va vivre. Il a des réserves d'or, il fait le commerce avec la Chine, il peut vendre son gaz ailleurs, etc. Il va vivre sans les Occidentaux. Le contraire n'est pas valable. Le gaz, le pétrole russe, c'est 60% d'énergie de l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Europe. C'est 40 à 45% pour la France, pour l'Italie. Parfois, il y a certains, comme la Norvège, par exemple, c'est 80%. Et donc, les Occidentaux ont fait un peu le muscle et tout ça, voilà. Mais en réalité, il y a la crise aujourd'hui. Les prix en Occident ont augmenté. En Europe, notamment. Beaucoup. Les petits agriculteurs, les citoyens moyens, le carburant à la pompe, les maisons qui doivent être chauffées, tout ceci a beaucoup augmenté. Le céréal, parce que les animaux, notamment les agriculteurs, fonctionnent avec les céréales qui viennent de l'Ukraine et qui viennent de la Russie. Et donc, ça, c'est l'arme fatale. Ce n'est même pas l'arme nucléaire de Poutine. C'était le gaz. Ils vont payer. Ils vont payer. Et Poutine sait que, en douce, ils vont négocier. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Même s'ils disent que les Américains vont nous envoyer le gaz. Oh, mais l'Algérie, là, il n'y a pas longtemps, on voulait faire tomber l'Algérie, vous vous rappelez? Oui. L'Irak, là, le mouvement Irak et tout ça. Tout à fait. Venezuela, on voulait tomber Justement, Venezuela. Je voulais parler de ça. On a coupé les relations, on a refusé l'homme président, l'Iran, le dictateur. Mais là, maintenant, on sent un rapprochement Washington, Venezuela. C'est ça le cynisme. C'est ça le cynisme. Le secrétaire d'État Blinken vient de faire un séjour en Algérie. Mais combien de coups on n'a pas monté depuis Bouteflika pour que l'Algérie se désintègre? C'est ça le cynisme. Et Poutine, qui est partenaire privilégié de l'Algérie, partenaire privilégié du Venezuela, partenaire privilégié... Il a déjà préparé son coup. Il savait déjà avec qui coopérer avant. Et la Chine, qui est la première puissance économique, dit... Ce que vous êtes en train de faire à la Russie, vous le préparez contre moi depuis longtemps. Exemple le Corona, exemple toutes les économiques, Taïwan, Hong Kong et tout ça. La Chine dit, ce que vous faites là à la Russie, moi c'est puissance 10 que vous allez faire. Et donc moi, je ne vais pas vous donner cette chance. En fait, c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se redessiner. Et Poutine sait que les Occidentaux, ils vont finir par négocier son gaz, parce que même s'il trouve d'autres fournisseurs, il faut savoir le transporter, ces gaz, il faut savoir le stocker, et ça demande minimum 2 ans pour faire. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Et donc, vous allez voir qu'on va sacrifier la pauvre Ukraine, les comédiens là, qui fait son affaire, ils vont le mettre de côté dans pas longtemps. Les Russes ont déjà détruit toutes les zones où il y avait des armes, il y avait les laboratoires, la puissance militaire que les Occidentaux avaient installée en Ukraine, tout ça, la Russie a déjà fait. Mais qu'est-ce que la communauté internationale retiendra? Par communauté internationale, je n'entends pas États-Unis simplement, ou la France, Grande-Bretagne, Allemagne, non. C'est-à-dire le peuple, les humains
si on doit aller en termes plus larges, devront retenir de cette histoire, de cette partie de l'histoire, l'Ukraine poussée par l'Occident à provoquer la Russie, installation base de l'OTAN, et puis mais il n'y a pas en que dernier temps, l'Ukraine. lâcher. Il n'y a pas que Lâcher l'Ukraine. comme ça. Toutes les républiques qui bornent les anciennes républiques soviétiques, là, il y a qui sont déjà dans l'OTAN. Il y a des positionnements des Occidentaux là-dedans. La Pologne, tout ce qui était communiste, là, ils sont déjà implantés là-dedans. Donc il restait que l'Ukraine, comme c'est aux portes avec la Crimée, parce que Poutine avait déjà récupéré la Crimée. 2014. Maintenant, dans le Donbass, là, maintenant il a récupéré tranquillement. Maintenant, il a dénazifié, comme il dit, réduit la puissance militaire qui était là-bas, parce qu'il y avait même des zones, on va dire des camps militaires, des mercenaires qui étaient installés là-bas pour faire la vraie guerre avec des armes et tout ça. Il a nettoyé tout ça. C'est pour ça qu'il est en train de se retourner, parce que non seulement il va se retourner, mais il a déjà placé aussi ces gens qui vont rester là-bas. Et là, ils vont négocier avec qui? La Turquie. La Turquie qui était aussi dans les collimateurs des Occidentaux. La Turquie a toujours voulu faire partie de l'Union européenne. L'Union européenne a toujours refusé. C'est un grand pays musulman, etc. On a fait un grand coup d'État, grandeur nature, à Erdogan, vous vous rappelez? Très bien, avec les chars en pleine ville. On voulait toujours déstabiliser la Turquie parce qu'une grande puissance, ils ont échoué. Et l'autre n'a pas oublié Erdogan. C'est pour ça qu'il ne condamne pas ce qui se passe avec la Russie. Parce qu'il dit, c'est que vu la Russie... Vous avez essayé de me faire ça. Et donc, la Turquie est aujourd'hui médiatrice dans cette affaire, plus Israël. À ne pas oublier. Israël qui est en étau entre les Occidentaux et l'Union soviétique, parce qu'une grande partie des Juifs sont des Russes. Et si tu ne veux pas perdre en Israël, eh ben, il faut être en bonne intelligence avec les Russes. Parce qu'ils sont aussi en ce moment en train de subir ces sanctions et tout ça. Et puis le discours de Poutine, c'est qu'il y a des nazis là-bas. Et quand on sait le rôle qu'avaient joué les nazis contre les Juifs. Et donc Poutine, c'est un maestro. Il joue avec et l'arme nucléaire, et l'arme, on va dire, tactique d'abord. Les missiles tactiques là, il peut tirer à partir du bateau, ça fait 4000 km, pardon. Il peut tirer de Kinshasa, ici ça va tomber à Lubumbashi. Et donc, il est tranquille. Vous allez voir qu'ils vont négocier pour ces gaz et pour ce pétrole. Ils vont dire, bon, si vous voulez, on paye une partie en roubles, une partie en euros, en dollars. Et entre-temps, Poutine aurait déjà fait son travail. Il a déjà terminé son travail en Ukraine. Et l'Ukraine ne sera plus comme avant. Ça, c'est fini. Les Occidentaux vont dire, voilà, ils vont trouver des pirouettes. Hein. On va dire, voilà, ça va être neutre. Les petites républiques, là, si vous en voulez dans les Donbass, bon... ça peut garder un statut d'autonomie là-bas. Et puis, il y aura... Allez, ils vont proposer même un référendum pour que ça soit adopté. Et puis, ils vont dire, bon, si vous voulez, nous voulons être des observateurs aux côtés de l'Ukraine pour que la prochaine fois que vous ne puissiez pas l'agresser encore. Mais derrière, le pétrole et les gaz. Et maintenant, les Russes sont plus requinqués qu'avant. Ils savent que les armes nucléaires, ils ne vont plus en tout cas jouer avec. Les Satan 2, là, tout ça, ils vont vraiment renforcer davantage. Et puis vous avez vu même sur la navette internationale là-bas, en haut, eh bien, les Occidentaux n'ont pas non plus fait l'embargo là-dessus. Hein. Il y a des Américains et les Russes qui sont toujours ensemble. Ils bénéficient de ça. Ils profitent de ça. Ils ne vont pas dire non, on va aussi se séparer là-haut. Non. Alors bien avant d'arriver à la bagarre en Europe, il y avait eu déjà ces sous-entendus en Afrique. Vous, en tout cas, moi je me rappellerai toujours que vous les disiez des mois vraiment avant que France 24, RFI et les autres récupèrent. Tout se jouait d'abord en Afrique, ici de ce côté. Mais c'est déjà en Afrique. Oui, et on a parlé notamment du Mali. Le Mali, le Burkina Faso... la République centrafricaine, la Libye, si on ne regarde pas bien, ça va arriver un peu en Côte d'Ivoire, ça faillit arriver en Guinée. Éthiopie. Éthiopie déjà, Wagner est déjà en Éthiopie.
Alors quand les gens disent, oui, ce sont les mercenaires, mais qui n'utilise pas les mercenaires? Les Américains, quand ils font la guerre, Blackwater là-bas, c'est qui? C'est les mercenaires. Et les Européens, ce qu'on appelle la Légion étrangère, c'est quoi? C'est des mercenaires. Kadhafi a été tué par quoi? Des mercenaires qui sont venus de l'Irak et qui sont venus d'Afghanistan. Poutine utilise les mêmes armes qu'eux. Sauf que Poutine, il utilise ces mercenaires sur le plan technologique, donc ça s'appelle cyberattaque. Il utilise ces mercenaires comme des experts, on va dire, militaires, qui forment, et puis il donne des vrais matériels. Est-ce que vous savez, par exemple, que du côté du Sahel, là-bas, tous les transports avec des gros porteurs, qui donnait les avions? C'est Poutine. G5 Sahel, ce sont les avions russes, parce que les Européens n'ont pas des gros porteurs, les Ilyushin ou les Antonov, là. Eh ben, c'est les Russes qui ont donné tout ça. Maintenant qu'ils se sont séparés, Poutine a récupéré ses avions. Ça va être compliqué pour transporter les engins, les chars et tout ça, pour se redimensionner par ailleurs. Alors, ça a donné du fil à retordre à quelqu'un d'autre en France, quelqu'un qui doit affronter les élections, notamment Emmanuel Macron. Il était parmi l'un des derniers médiateurs avant que tout n'explose. C'est bientôt les élections, là, dans pratiquement quelques jours, quelques heures. Oui. Comment vous voyez la situation alors qu'on est de plus en plus proche du jour J? Les Français en général, ils ont souvent peur. Peur de la guerre, peur de l'incertitude. Là, Macron, il va profiter de ça. Il va gagner par défaut. Parce que, un, il ne fait pas la campagne. Deux, en face de lui, eh ben, ceux qui sont là ne proposent pas autre chose que l'option occidentale de faire la guerre avec les Russes. Et puis, trois, comme les Français ont peur de l'incertitude, il y a beaucoup de Juifs, Marine Le Pen, on ne va pas les nommer, enfin on ne va pas les lire parce qu'elle a une politique très xénophobe, un tout petit peu. Et donc, Macron va gagner. En deuxième tour, il sera face à qui, à votre avis? Il sera en face de Marine Le Pen. Okay. Et ça sera comme Jacques Chirac, qui avait refusé de débattre avec Le Pen en son temps. Il avait 80% au deuxième tour. Et Macron sera face à Le Pen et il va gagner comme ça a été le cas. Sarkozy avait gagné face à Ségolène Royal et Macron va gagner par défaut. Le vrai combat, ça sera aux législatives. C'est là où, effectivement, on va redimensionner la classe politique française. Parce que la classe politique française, elle est un peu pourrie des affaires. Sarkozy, tout le temps dans les tribunaux. Hollande, pas de visibilité. Tout ce qui reste, rien. Parce que la France est handicapée par sa politique, notamment internationale. La France vit grâce à la zone CFA. Mais la France est endettée à 3 000 milliards de francs, ou plutôt d'euros, de dettes. La France vit avec la dette. Et c'est difficile, malgré qu'on a éliminé un peu beaucoup de vieux là, qui pesaient ce qu'on appelle dans les comptes des retraites et des maladies des vieux, mais la France reste encore très endettée et reste encore tributaire de l'argent des autres. Et donc, Macron va jouer beaucoup là-dessus. Et tout ce qu'on avait décidé avant, transition écologique, retour, tout ceci va tomber parce qu'on va faire repartir le nucléaire. Le pétrole, on va trouver des nouveaux fournisseurs. La France va encore s'endetter davantage. Et donc, le deuxième mandat de Macron est assuré, ça sera... Oui, c'est assuré. Il sera le mois prochain. Donc, les 10, il sera en ballottage, comme d'habitude.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour.